On est en compagnie de Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Chef économiste de Natixis. On refait la semaine avec vous et il y a un an tout rond, c'était le Brexit. Exactement. On a été dans une situation un peu angoissante dans la nuit qui a suivi le référendum, puisqu'on se souvient que quand on s'est endormi, le maintien était assuré. Et quand on s'est réveillé vers 5 h du matin, effectivement, les Anglais avaient voté pour la sortie de l'Union européenne. Alors, un an après, les négociations viennent juste de commencer. Elles ont commencé le 19 juin, c'est-à-dire lundi dernier. Et donc, on a le Brexit, clairement, n'a pas encore vraiment commencé aujourd'hui. Et ouais. Pour autant, on voit que c'est un facteur très déstabilisant pour la société anglaise. On voit bien que on n'est pas passé des ténèbres à la lumière, comme le suggéraient les Brexiteurs. On voit bien que la société anglaise se cherche. On voit bien que la stratégie de sortie de l'Union européenne, qui était très forte au début de la part de Theresa May, est aujourd'hui beaucoup plus fragile, beaucoup plus modérée. On ne sait pas très bien quelle est la stratégie qui va être menée par le Royaume-Uni dans la sortie de l'Union européenne. Donc il y a quelque chose de très ambigu. On a évoqué, après les élections du 8 juin, un soft Brexit, Brexit modéré, mais qui n'est pas compatible avec le référendum, hein, puisque le référendum traduisait la volonté de retrouver de la souveraineté, la volonté de limiter les flux migratoires, adopter un soft Brexit qui permettrait l'accès au marché unique, suggérerait qu'il y ait liberté des mouvements de personnes, ça c'est important, et que les règles du marché unique imposées par Bruxelles s'appliquent à la Grande-Bretagne sans que celle-ci puisse les discuter. Ce qui veut dire que le retour de souveraineté que les Anglais souhaitaient, finalement, serait encore plus préoccupant pour eux, puisqu'ils seraient vraiment, sur le plan économique, à Bruxelles. Est-ce que ce sera avec Theresa May qu'on va justement négocier ce Brexit, parce qu'elle a plus que quelques jours maintenant pour faire ses preuves? Elle a eu un ultimatum de la part de son propre camp. Oui, on est proche de, à mon avis, elle a mal négocié, notamment ces élections générales, quand elles ont été annoncées, le Parti conservateur avait une avance considérable, et finalement, l'avance s'est réduite de façon très, très significative. Et surtout, aujourd'hui, le sentiment qu'on a quand on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que les Anglais ne savent pas quelle stratégie adopter, et que d'une certaine manière, ils attendent que les Européens, les négociateurs européens, leur proposent un certain nombre d'options pour pouvoir effectivement aller trouver une porte de sortie. Et je trouve ça extrêmement préoccupant, et Theresa May est clairement grandement responsable de cette situation. Bon, à suivre donc, voilà un premier titre en tout cas de cette semaine. On a vu également des préoccupations sur le pétrole qui a quand même décroché depuis maintenant un point, pratiquement 15 à 20% par rapport à ses plus hauts. Est-ce que ça peut avoir un effet, Philippe Wechter, sur ce fameux reflation trade? C'était, voilà, on anticipait une reflation, il y avait un effet de base évidemment certain. Si ça fait pchit du côté du pétrole ou si on rebaisse, est-ce que ça ne remet pas en cause justement tous les efforts des banques centrales? Clairement, on est dans une situation très, très nouvelle. En d'autres termes, ce qui se passe sur le pétrole, c'est qu'il y a une offre absolument considérable. Les options qui ont été prises par l'OPEP, certains pays de l'OPEP, pour réduire la production, tout ça n'est pas suffisant. Et donc, on a un environnement où on imagine, compte tenu des stocks très importants, que l'offre va rester excessive. Il y a d'autres pays qui reviennent sur le marché, etc. Donc on est dans une configuration où effectivement les prix baissent, la réduction de production de l'OPEP n'a pas été suffisante. Et donc la conséquence, très simple, c'est que quand on regarde l'évolution du prix du pétrole, on est aujourd'hui en dessous du prix d'il y a un an. Et on sait que quand on fait ensuite le petit calcul pour arriver à l'inflation, on sait que la variation du prix du pétrole sur un an conditionne l'évolution de la contribution de l'énergie au taux d'inflation. Et cette contribution qui était très forte en début d'année, le prix du pétrole était largement au-dessus de $50,
comparé à un prix en dessous de 30 $ il y a un an. Donc cette situation se traduisait par une contribution très forte de l'énergie. Aujourd'hui, les prix sont comparables. Donc on va converger vers une contribution proche de zéro. Et donc à ce moment-là, le taux d'inflation, si on prend la zone euro, va converger vers le taux d'inflation sous-jacent qui est voisin de 1%. On est là, très loin des 2% qui sont l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Et on a la même chose partout. Ce n'est pas spécifique à la zone euro. On va avoir le même souci aux États-Unis et dans tous les autres pays, y compris les pays émergents. Ça veut dire que les banques centrales, dans cet environnement, n'ont aucune incitation à se dépêcher de durcir le ton. Et il sera intéressant la semaine prochaine, on va avoir l'inflation basée sur les dépenses des ménages aux États-Unis. Et on va voir que ça va encore ralentir, et ce qui posera un certain nombre de questions sur la stratégie menée par la Banque centrale américaine de relèvement des taux systématique. Alors avant le relèvement des taux, Janet Yellen, elle a annoncé ce deuxième relèvement, peut-être un troisième en fin d'année. Elle a parlé plutôt de réduction de son énorme bilan de 4200 milliards, avec un calendrier qui est en train de se préciser. Qu'est-ce que ça va changer, Philippe Wechter? Globalement, jusqu'à présent, donc la Fed, depuis 2009-2010, a acheté des actifs sur une taille considérable. En pourcentage du PIB, le bilan de la Fed est passé d'un peu moins de 6% avant la crise aux alentours de 23% aujourd'hui. Donc un mouvement tout à fait spectaculaire. Et la Fed veut aujourd'hui gérer ce bilan, se dire, voilà, on a tous ces actifs, il faut qu'on réduise la taille du bilan. Alors, premier point, ça fait un petit moment maintenant que l'on sait qu'elle va le faire, pour que tous les investisseurs s'habituent à ce changement. Et puis, l'autre point, c'est que la Fed nous a clairement dit, il y a deux options. Soit on est brutal dans notre façon de faire, mais au risque d'avoir un impact trop brutal, trop fort sur l'activité. Donc on ne veut surtout pas faire ça. On va adopter une stratégie qui sera la plus soft possible, celle qui aura le moins d'impact possible sur les marchés, parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Déjà, si on adopte cette stratégie la plus modérée possible, ça pourra avoir des effets, donc n'allons pas plus loin. Alors, la méthode qui a été utilisée, c'est de dire, voilà, tous les mois, on a des revenus de notre portefeuille, de ce portefeuille qui a gonflé, on a des tombées d'obligations, et on utilise ces montants pour racheter les mêmes actifs. Donc c'est la stratégie de la Fed depuis 2014, et là, la Fed nous a dit, bien à partir de prochainement, on n'a pas encore de date exacte, eh bien on va, sur ces montants qu'on doit racheter tous les mois, eh bien on va en supprimer une partie. En d'autres termes, si on a, mettons, 10 milliards de tombées obligataires, 6 milliards ne seront pas réinvestis. Et puis on va progresser comme ça tous les 3 mois pour arriver dans un an après le début à 30 milliards d'actifs qui ne seront pas rachetés. Tout ce qui arrivera au-delà sera racheté. Donc ça peut durer quand même un certain temps, surtout quand on a 4200 milliards de stocks. Voilà, on a 30 milliards sur les obligations d'État et 20 milliards, par pas de 4 milliards, sur les obligations d'agence et sur les produits immobiliers. Donc ça fera 50 milliards. Alors la vraie difficulté, c'est qu'on ne sait pas du tout quel est le point d'arrivée souhaité par la Fed. Donc on va y aller, ça va prendre plusieurs années probablement, mais on ne sait pas quel est le point auquel la Fed veut arriver, parce que on est obligé de faire des hypothèses sur la demande de monnaie, sur la stratégie des banques en matière de réserves obligatoires, etc. C'est un peu compliqué, mais c'est un point qu'on attend. Alors probablement que la Fed démarrera d'ici la fin de l'année, peut-être une annonce en septembre, et puis avec des effets à partir de octobre ou novembre, à voir le calendrier. Voilà, donc il y a fort à parier que ce ne sera pas Janet Yellen d'ailleurs qui remettra en œuvre cette politique. À voir, parce qu'elle a retrouvé un peu de crédit auprès de Donald Trump. Donc, mais voilà,
ne s'aventurera pas à faire des paris sur ce point. Voilà, changement début 2018, normalement, ou pas, on verra. Qu'est-ce qu'on suivra la semaine prochaine dans l'actualité économique, Philippe Wechter? Beaucoup d'éléments sur les prix. On va avoir une kyrielle d'inflation en zone euro. Et on verra d'ailleurs en zone euro que le 1,4% d'inflation du mois de mai va probablement se transformer en 1,2 ou 1,1% au mois de juin, pour les faits que j'évoquais tout à l'heure. On a des chiffres aussi aux États-Unis sur ce point. Voilà, ça va être les grandes données, parce qu'en zone euro, on va avoir les prix pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Espagne, etc. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder, et ça va conditionner forcément la stratégie monétaire de la BCE. Ça va confirmer l'idée que la BCE n'est pas prête de changer de stratégie au cours des prochains mois. Il y aura des communications là, après cette vague de communication qu'on a eue en début juin. Prochaines étapes pour la BCE, la Fed, le grand discours? Pour l'instant, il n'y a pas d'attente immédiate. Ce sera après l'été ou il devrait quand même... Non, on va avoir des choses prochainement, mais là, à très court terme, on n'attend pas grand-chose. Bon, eh ben on aura le plaisir de commenter ça ensemble dans quelques semaines. Alors merci Philippe. Philippe Wechter, chef économiste de Natixis, avec nous tous les 3 vendredis. Dans un instant, la suite, on parle du marché, le morning trading à suivre.